Bonjour tout le monde! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un direct, alors je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. J'avais envie de vous parler d'un phénomène qui était déjà présent avant la pandémie, avant qu'on parle de délestage, mais qui me semble être accentué depuis un moment, depuis qu'entre autres les chirurgies bariatriques sont souvent, si ce n'est pas annulées, sont repoussées. Donc pour ceux qui ont déjà eu une date ou encore tout simplement pour tout simplement le temps d'attente. Donc entre le moment où est-ce qu'on s'inscrit sur la fameuse liste dans un centre hospitalier, puis qu'on attend notre tauron, on attend que le début là, des tests soit faits et des différentes rencontres avec les professionnels de la santé. Donc, comme je le mentionnais, c'est un phénomène qui existait déjà et qui ne porte pas un nom en particulier, mais qui me semble être de plus en plus présent, c'est-à-dire ce que j'appellerais dans mon jargon à moi, le phénomène du dernier repas, ou en fait, le phénomène des derniers repas, la dernière fois que je mange une poutine, la dernière fois que je mange du gâteau, la dernière fois que je me fais un spaghetti avec du pain à l'ail, trois choses. Donc, toutes les dernières fois où je mange certains aliments. Donc, déjà, si on a la perception que c'est la dernière fois, je dis vraiment perception parce que je reviens à une information qui est cruciale. Il n'y a pas d'aliments qui sont interdits après une chirurgie bariatrique. Oui, pendant quelques semaines, il y a un protocole post-opératoire qui sert non pas à perdre du poids, mais vraiment à guérir, à permettre là, aux différents organes qui ont été touchés durant l'intervention, là, vraiment de pouvoir se remettre, de cicatriser, de diminuer en termes d'enflure. Mais il n'y a pas d'aliments qui vont être interdits. Donc, l'idée même que c'est la dernière fois que je peux manger ça, bien, il faut essayer de mettre ça de côté. Donc, pour toutes les personnes qui sont présentement en attente et qui trouvent ça long, parce que oui, vous avez le droit de trouver ça long, parce que oui, c'est long. Puis on a beau essayer là, j'aimerais ça avoir du bois, de toucher du bois, on ne le sait pas quand est-ce qu'un rythme plus normal, puis encore là, un rythme normal est déjà pas mal lent, on va se le dire. Donc, on ne le sait pas quand est-ce que le délestage et l'accessibilité aux différentes salles d'opération vont revenir un petit peu plus à la normale, quand est-ce qu'aussi tous les effectifs dans les centres hospitaliers vont se normaliser, parce que là, c'est certain que présentement, ce qui fait en sorte que la majorité, si pas l'ensemble des centres hospitaliers au Québec qui proposent la chirurgie bariatrique est au ralenti, bien, il y a évidemment, vous le savez, hein, j'espère que vous n'écoutez pas trop les nouvelles, mais en même temps, ce qu'on entend, c'est que les soins intensifs débordent. Donc, les lits sont utilisés. Pourquoi on parle de soins intensifs? Bien, comme dans n'importe quel type de chirurgie, il y a un risque de complications. Et donc, il faut avoir la certitude, il faut avoir la possibilité de pouvoir être admis aux soins intensifs s'il y avait une complication. Donc, c'est sûr que lorsque les soins intensifs débordent, lorsque l'accès aux salles de chirurgie, donc le nombre de salles d'opération qui sont présentement disponibles est déjà limité et on privilégie ce qu'on appelle les chirurgies urgentes. Donc, la chirurgie bariatrique est considérée comme une chirurgie dite élective puisque le profil de vitalité, c'est pas ça le terme que je cherchais, mais le pronostic vital n'est pas à court terme du moins atteint, donc ce ne sont pas les chirurgies qui sont considérées comme prioritaires à l'heure actuelle. Donc quand il y a une salle d'opération qui est libre, ce n'est pas quelqu'un avec une chirurgie bariatrique qui va avoir la priorité. Et finalement, donc oui, les soins intensifs, oui, la salle d'opération, mais aussi le personnel. Donc, il faut du personnel qualifié, parce qu'on ne veut pas n'importe qui non plus en salle d'opération. Donc, même si le chirurgien, lui, est disponible, bien, si toute l'équipe complète n'est pas disponible,
ben ça fait en sorte qu'il y a un goulot, hein, donc l'accès à la chirurgie est donc ralenti encore plus que ce l'est déjà. Donc, je parlais du phénomène du dernier repas, hein, de dire, ah ben, quand je sens que ma date de chirurgie s'en vient, ben, je vais faire une espèce d'adieu, l'adieu à certains repas que je considère comme individu pas correct après la chirurgie. Puis en réalité, ben, on est déjà en train de moduler de façon négative notre relation avec la nourriture, si ce n'était pas déjà le cas. En tout cas, on vient de l'empirer. Si on avait déjà une relation un petit peu plus amour-haine avec les aliments. Donc, souvent, si on est dans ce phénomène-là, on ne se cachera pas qu'il risque d'avoir une augmentation de poids, une augmentation du poids qui est rapide, et ce, juste avant la chirurgie, qui fait en sorte d'ailleurs que ça augmente le risque périopératoire, donc le risque durant la chirurgie. Ça me porte à croire aussi, puis là, je vous dis ça en toute transparence, je sais que ce n'est pas le cas de tous, mais si c'est la vision que vous avez à l'heure actuelle, là, du dernier repas, de l'adieu à certains choix alimentaires, ça démontre en quelque sorte que vous n'êtes pas nécessairement bien préparé en vue de la chirurgie. Donc, bien préparé en termes de relation à la nourriture, par rapport à la relation aux choix alimentaires que vous pourrez et devrez faire suite à la chirurgie. Donc, ça vaut la peine, justement, d'être exploré. Parce que je le sais, je vous apprends rien en disant que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas un coup de baguette magique, ce n'est pas une solution miracle, mais même si vous entendez cette partie-là, de la préparation mentale, la préparation psychologique, mais au sens vraiment très large du terme. Je ne parle pas de psychothérapie en lien avec le pourquoi on mange, je parle vraiment plus en lien avec cette relation-là au moment du repas par rapport au choix d'aliments qu'on met. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont bons et mauvais dans notre tête? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on présume qu'on ne mangera plus après à la chirurgie à vie? Hey, moi là, il faut que je me fais opérer. Ciao, bye les chips. C'est fini, je mets ça derrière moi. Si c'est la vision que vous avez à l'heure actuelle, je vous invite fortement à faire un travail à ce niveau-là parce que vous pourriez vivre beaucoup de déception ou pire, un sentiment d'échec par rapport à votre chirurgie qui n'est pas là pour vous empêcher de choisir des aliments que vous aimez. Au contraire, la chirurgie, elle est là pour vous aider d'une certaine façon à apprécier davantage chaque bouchée, de savourer avec plaisir, avec tous les sens, de façon plus consciente les aliments, tout en ayant une même satisfaction en termes de rassasiement, donc de se sentir plein, mais avec une moins grande quantité d'aliments, ou d'aller jouer sur la répartition des aliments dans l'assiette. Donc, on sous-estime encore, selon moi et selon mes observations. Je dis mes observations parce que j'ai le privilège parfois là, d'accompagner certaines personnes avant la chirurgie bariatrique. Des fois, on me demande est-ce que ça vaut vraiment la peine d'entamer, au fond, un suivi en nutrition avant. Et je reviens toujours au fait que si on est décidé à avoir de la chirurgie, notre choix est déjà fait et qu'on pense que d'appliquer les recommandations, appliquer les comportements alimentaires devient tout à coup facile. Parce qu'on a passé 1 heure en salle d'opération, ben, quelque part, on joue un petit peu à l'autruche. On n'est pas nécessairement en train de mettre en œuvre des stratégies gagnantes pour que la transition vers cette nouvelle vie-là, vers l'arrivée de bébé estomac, se fasse un petit peu plus en douceur. Donc, d'amorcer les changements de comportement alimentaire, oui, en termes de choix alimentaire, mais de comment on mange, mais comment on perçoit l'alimentation aussi, c'est tout aussi important que de faire les tests préopératoires, que de rencontrer le chirurgien, que de rencontrer les différents membres de l'équipe, parce que, en bout de ligne, la seule personne qui va vivre avec cet outil-là, que ce soit la sleeve, le bypass, la dérivation biliopancréatique, une SADI, c'est vous. Donc, votre préparation doit être au
cœur de vos priorités. Puis je sais que c'est pas facile de parler de priorité quand on a l'impression que le temps d'attente est tellement long, que c'est interminable. Est-ce que ça va être mon tour éventuellement? Il y a de plus en plus de personnes qui envisagent d'aller chercher la chirurgie au privé, que ce soit ici au Québec, en tourisme médical. Mais indépendamment de votre choix final, avant tout, c'est de vous préparer. Oui, d'avoir le OK, la permission, l'acceptation, devrais-je dire, à la chirurgie, c'est une étape importante. Mais vous, êtes-vous réellement prêt? Parce que si vous lisez moindrement les forums, les forums, c'est plus bien populaire, hein, les forums, mettons les groupes de réseaux sociaux, groupes Facebook et autres, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est plus difficile qu'on l'aurait cru. Les premières semaines, les premiers mois, c'est une chose, mais des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, puis que si on avait amorcé, je dis bien amorcé parce qu'il y a bien des sujets qui ne se règlent pas, justement, si facilement que ça, mais de débuter dès que possible ces modifications-là, autant de vision, de perception de l'alimentation que de comportement alimentaire, c'est ça qu'on appelle mettre toutes les chances de ce côté et vraiment de se préparer. Donc, si vous êtes dans le phénomène actuellement du dernier repas, de l'adieu à certains repas, que dans votre tête, vous vous dites « Hey, une fois que je serai opérée, là, je vais faire les changements. Là, je sens que ma motivation là, va être à son comble. » J'ouvre une petite porte. Essayez donc dès maintenant. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un peu d'accompagnement, vous ne savez pas trop par où partir, le 10 février prochain, moi, je propose un atelier de groupe, donc un atelier de soutien en ligne qui s'intitule « Se préparer à la chirurgie bariatrique ». Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont en attente de leur chirurgie ou qui viennent juste de se faire opérer, puis que là, justement, ils ne savent pas trop, justement, par où commencer en termes de comportement, là, comment se donner des objectifs très concrets. Donc, l'atelier en direct, c'est un atelier de 1h30, donc le 10 février à 19h le soir. C'est un petit groupe intime parce que un des buts, c'est aussi la possibilité d'échanger entre les participants pour briser un peu l'isolement. Isolement à confinement, hein, on le vit beaucoup depuis un moment, mais déjà quand il est question de chirurgie bariatrique, on n'a pas nécessairement un réseau social qui comprend, qui l'a vécu, qui ressent un peu les mêmes émotions par rapport à autant il y a de l'excitation que de la peur, que des fois un sentiment de déception envers soi-même. Ah, je l'entends souvent, je ne peux pas croire que je suis rendue à la chirurgie bariatrique, même si déjà là, encore là, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la perception de l'outil que vous êtes en train de choisir qui serait peut-être à aller changer de lunettes. Donc, le groupe de soutien en direct, ça veut une place d'échange. C'est sûr que moi, comme professionnelle, je suis là pour vous guider, je vais vous repartir avec aussi de l'information pour être sûr justement de vous lancer dans les préparatifs. Sinon, pour certaines personnes, ce qu'ils veulent justement, c'est concrètement, là, qu'est-ce qu'il faut que je change, moi, avant la chirurgie, si je veux vraiment optimiser mon succès, si je veux faire en sorte là, que, oui, toutes les chances soient de mon côté. On a aussi un atelier, en fait, une formation, devrais-je dire, préenregistrée, qui est aussi disponible, cette fois-ci, sur notre site Internet. Cette formation-là, elle est disponible en tout temps et elle est disponible à vie. Donc, une fois que vous faites l'achat, vous pouvez justement l'enregistrer sur votre ordinateur, votre tablette, bref, sur l'écran de votre choix et la conserver à vie pour justement vous aider à revoir certaines informations qui sont au fond centrales dans le processus de chirurgie bariatrique. Parce que c'est important de toujours se rappeler que les messages de santé publique, donc ce qui s'adresse à la population en général, n'est pas spécifique à un bébé estomac, n'est pas spécifique à quelqu'un qui est dans un cheminement suite à une intervention. Puis d'ailleurs, les premiers mois, la première année, les besoins ne sont pas identiques que par la suite. Donc, après un an, il y a souvent un ajustement. Je dis un an, évidemment, là, il y a une fourchette de temps, mais il y a des ajustements à faire. Donc, ça, c'est abordé dans la formation en ligne préenregistrée que vous retrouvez sur le site Internet. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ce phénomène-là, le phénomène d'adieu des repas. On va l'appeler comme ça.
phénomène d'adieu des repas en vue de l'attente, en fait, durant l'attente de votre chirurgie. J'espère que déjà là, pour ceux qui étaient déjà enclenchés là, dans cette espèce de cercle vicieux négatif-là, si vous êtes capable de vous détacher progressivement là, des fois, certaines personnes vont me dire « j'ai bingé », là, un terme anglophone, là, je me suis gavée, j'ai surmangé un aliment parce que je me disais que c'était la dernière fois. Si déjà on est capable d'en manger une quantité simplement satisfaisante, parce que plutôt que de dire adieu, c'est de progressivement le voir comme, oui, un autre allié éventuel qu'on pourra recommencer à manger par la suite, mais avec une satisfaction plus grande, avec une plus petite quantité. Donc, en espérant que ça vous éclaire et peut-être de vous voir lors de mon atelier du 10 février. À la prochaine, tout le monde!